Merci Madame la Présidente, et vous savez que l'amitié que vous avez signalée est véritable et que nos relations entre notamment l'Université de Bucarest et les universités françaises, et en particulier l'Université de la Sorbonne, nous sont très chères. Je voudrais bien évidemment remercier aussi les organisateurs de ce colloque, et en particulier le professeur Doutou pour cette organisation. Et j'ai en face de moi les tableaux des grands personnages qui ont parsemé la vie intellectuelle. Je suis très fier de parler devant eux. Même si la notion de renouvellement urbain n'était peut-être pas encore à l'époque véritablement dégagée. Alors, Thierry Tancrel m'a mis à l'aise en disant qu'il y a 2 ans, nous avions parlé à Coimbra du contrat et de l'urbanisme, nous avions fait du droit, et que cette fois-ci, nous parlions du renouvellement urbain, et donc sous-entendu que nous n'en faisions plus. Je peux confirmer tout au moins, et ça va me dédouaner, que la notion juridique de renouvellement urbain, je l'ai cherchée, je ne suis pas certain de l'avoir trouvée, et ça sera peut-être à vous de me dire si elle existe véritablement. Alors, a priori, le renouvellement urbain, parler du renouvellement urbain, c'est faire l'histoire du droit de l'urbanisme. Toutes les villes que nous habitons sont le fruit d'un processus historique constant. Et je m'amuse un petit peu avec ceux qui promeuvent la ville durable. Ben, ça n'existe pas, la ville durable. La ville durable durera ce que les hommes voudront bien en faire. Donc, le renouvellement urbain, c'est, je dirais, la vie de la ville. Une ville qui ne se renouvellerait pas se fossiliserait. Et pendant très longtemps, le renouvellement urbain se confondait d'autant plus avec l'espace urbain, avec le tissu urbain, que l'espace urbain, pour des raisons militaires, géophysiques, était rare. Et donc, la ville, en fait, se reconstruisait perpétuellement sur elle-même. Donc, là encore, une expression qui est aujourd'hui mise en valeur, qui est la reconstruction de la ville sur la ville, eh bien je dirais que depuis la nuit des temps, on reconstruit la ville sur la ville. Ce qui était nouveau, c'est que à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, plusieurs phénomènes, l'expansion démographique, l'expansion, développement des modes de transport, la modernisation de l'agriculture. Aujourd'hui, il peut exister de l'agriculture hors sol. Donc l'espace agricole n'est plus aussi vital. Fait que les politiques urbaines se sont au contraire se sont développées vers l'étalement urbain, vers l'extension. Il suffit souvent de prendre des photos aériennes des territoires que nous habitons les uns les autres il y a 50 ans et de comparer avec ce qu'ils sont devenus, c'est tout à fait impressionnant. Alors, ce phénomène de l'extension urbaine ne signifie pas que l'on ait complètement occulté pendant cette période le renouvellement urbain. Je dirais que le renouvellement urbain, il s'est imposé à plusieurs reprises, dans des conditions souvent dramatiques, guerre, nécessité de reconstruire les villes sinistrées, ou du fait de politiques fortes menées par des pouvoirs forts, voire parfois dictatoriaux, et je pense que nous avons les uns et les autres des exemples. Vous en avez un à Bucarest qui est particulièrement sensible.
Paris, le Paris d'Haussmann montre ce qu'un pouvoir fort peut faire sur la ville. Donc le renouvellement urbain est toujours resté présent, mais ce n'est plus la stratégie principale. La stratégie principale, c'est l'extension urbaine de la ville et qui peut se révéler extrêmement important. C'est simplement, depuis, je dirais, une vingtaine d'années, au moment où, pour des questions d'environnement, on a commencé à se poser le problème du développement durable, le problème de l'utilisation économe des ressources. Et le sol est une ressource. Que l'on a repensé le renouvellement urbain, que celui-ci est redevenu une stratégie prioritaire, et c'est celle-ci que nous allons essayer d'étudier. Mais je dirais que la notion et les pratiques des 9 pays qui sont représentés ici sont tellement diverses que nous nous retrouvons devant, c'est ce que je verrai dans un premier point, une notion qui est particulièrement hétérogène et une notion qui juridiquement est plus qu'incertaine. C'est une notion hétérogène, et alors je dirais que ça apparaît immédiatement dans le vocabulaire. Bon, même avec les problèmes de la traduction, nous rencontrons à peu près 10-15 mots qui recouvrent tous des phénomènes dits de renouvellement urbain. C'est curieusement, le mot renouvellement urbain lui-même n'est pas tellement utilisé. Une seule législation, la législation espagnole donne une définition du renouvellement urbain. Non, peut-être aussi la Grèce qui fournit une définition du renouvellement urbain, mais nous verrons que cette définition, en fait, n'est pas très utilisable. Cela ne veut pas dire que le mot n'existe pas, mais derrière le mot, il n'y a jamais un régime juridique spécifique. Les mots qui vont être les plus utilisés sont la rénovation. La rénovation, c'est historiquement le premier terme qui a été utilisé. Bon, en France, il a été utilisé très fortement à 2 reprises. Déjà au départ pour désigner une procédure, une opération. Aujourd'hui pour désigner une politique avec un plan national de rénovation. Mais le mot rénovation est également utilisé en Belgique, il est utilisé en Allemagne, et avec parfois des problèmes de définition. C'est la législation wallonne sans doute qui donne la meilleure définition, tout au moins la définition la plus précise de ce qu'est la rénovation. Je reviendrai dans un instant. Le mot régénération, que l'on trouve en Roumanie. En Roumanie, la principale loi du 13 décembre 2000, loi de développement et de régénération, cette loi utilise ce terme. Et c'est assez curieusement le terme qui a été choisi à l'échelon communautaire, puisque le plan Urban 2, qui est l'initiative bruxelloise en matière d'action sur la ville, retient la régénération comme appellation principale. Mais avec un sens bien particulier, la régénération pour Bruxelles, c'est l'action sur les villes malades, sur les quartiers en difficulté. Ce n'est pas exactement, et ce n'est certainement pas dans ce sens que la législation roumaine l'utilise. Si on poursuit notre tour d'horizon de la terminologie, il y a le mot restauration qui va être évidemment souvent utilisé. Il est utilisé en France, en Suisse, en Italie. Et puis, parallèlement, avec parfois le même sens, parfois un sens différent, le mot réhabilitation. Ce qu'il y a de commun dans les 2 cas, c'est qu'on respecte le tissu existant.
la rénovation, nous le verrons, détruit et reconstruit. La restauration, la réhabilitation utilise, améliore, requalifie l'espace urbain. Requalification, c'est également un autre terme qui est utilisé par la législation. Je poursuivrai: réaménagement, reconversion, remembrement, revitalisation. Vous voyez que le vocabulaire qui est utilisé par le législateur, je n'ai pris ici que les mots utilisés par les lois qui figurent dans le rapport, ce vocabulaire est extrêmement divers. Ce qui évidemment montre dès le départ que la notion est fortement hétérogène. Je vais donc essayer de la cerner un peu plus précisément. Tout d'abord, est-ce que l'on peut faire une typologie des actions de renouvellement urbain? On peut essayer. On peut essayer tout d'abord, je dirais, en prenant le critère matériel de l'action, des travaux réalisés sur le tissu ancien. Et si on prend ce critère, eh bien, on peut distinguer en gros 4 grandes catégories d'actions de renouvellement urbain. La rénovation urbaine, tout d'abord. Rénovation urbaine avec la diversité des termes utilisés. Rénovation urbaine, le principe est la destruction totale ou partielle des constructions existantes et la reconstruction d'équipements ou de logements sur cet espace. Alors, la rénovation urbaine sur le terrain juridique, c'est l'opération la plus agressive pour le droit de propriété, puisque cela entraîne presque automatiquement un transfert de propriété. C'est l'opération qui exige une planification. C'est, je crois, un trait commun des opérations que l'on observe dans les différents pays. C'est une opération qui a aussi des conséquences sociales considérables, puisque généralement, cela se traduit par un déménagement, un transfert de population. Donc ici, on a, je dirais, le modèle le plus ambitieux, le plus agressif, diront certains, du renouvellement urbain. Modèle qui est un peu en perte de vitesse. À l'opposé, on a la restauration et la réhabilitation, je le disais tout à l'heure, qui est une action sur le tissu existant. La distinction entre restauration et réhabilitation, elle est faite dans certains pays, elle est faite en France, elle n'est pas faite, semble-t-il, au Portugal. C'est que la restauration a un objet essentiellement patrimonial, ne prend pas en compte l'occupation sociale. Le troisième modèle que l'on trouve quant à la nature des travaux qui sont réalisés, ce sont les opérations qui consistent à réaffecter l'espace urbain, que l'on va appeler, selon les pays, l'opération de régénération, de revitalisation, de reconversion. Enfin, les termes, là encore, n'ont pas de correspondance très exacte selon les législations. Il s'agit en fait ici donc de changer l'affectation, l'utilisation d'une partie de l'espace urbain. Bon, ce qui est visé ici, c'est essentiellement les friches industrielles, les sols pollués. Pas tellement de problèmes ici sur le terrain du droit de propriété. C'est la même chose que pour la restauration ou la réhabilitation. L'action sur le droit de propriété peut être légère. Par contre, des problèmes de politique de l'environnement et notamment des problèmes de traitement des sols. Enfin, dernier modèle, c'est les opérations de régénération, de revitalisation, qui en fait sont une combinaison des 3 modèles précédents.
C'est-à-dire, c'est à la fois de la rénovation, c'est de la restauration, c'est de la régénération. Et je dirais que c'est peut-être le modèle le plus actuel. Le modèle le plus actuel où on va combiner une action peut-être un peu plus brutale sur le tissu urbain, notamment liée à la réalisation de grands équipements, de la réhabilitation douce, de la restauration un peu moins douce, et puis de la reconquête des secteurs industriels. Voilà première typologie que l'on peut essayer. Bon, qu'on peut discuter, bien évidemment. Deuxième typologie, c'est une typologie en fonction de l'objectif poursuivi. Alors, là, je dirais, le modèle historique qui est apparu, ça a été les actions de renouvellement urbain dans un but d'ordre public. Ordre public au sens général, c'est-à-dire sécurité de la circulation, salubrité publique, c'est lié à toutes les politiques hygiénistes de la fin du 19e, du 20e siècle. Il s'agit ici de réduire, de faire disparaître l'habitat insalubre. Alors, ces politiques sont, là encore, très agressives pour le droit de propriété, nécessitent souvent une planification. Je dirais qu'aujourd'hui, elles sont en voie d'extinction, pas totalement malgré tout, puisque les niveaux, le niveau des exigences en matière de qualité, de décence de l'habitat se sont élevés. Autre objectif qui est apparu très rapidement, c'est le développement économique. Le développement économique, le renouvellement urbain a été lié au développement économique et notamment à la restructuration de certaines grandes agglomérations, souvent autour d'équipements publics. Et là, je dirais que le modèle espagnol a fourni de très bons exemples, puisque à l'occasion de Jeux olympiques ou d'expositions universelles, des villes ont été totalement restructurées avec des objectifs de développement économique. La protection du patrimoine, j'en parlais tout à l'heure, c'est devenu aussi un objectif, avec ici une petite réflexion. Protection du patrimoine, au départ, c'est l'objet de législations spécialisées. Législation monuments historiques, législation sur le site. Pourquoi? Bien parce que l'objet, c'est l'immeuble. On protège le monument historique ou le site historique. L'évolution qui s'est produite dans la période récente, c'est qu'on est passé de l'immeuble au paysage urbain, au quartier historique. Et donc, ce qui était géré par le droit du patrimoine est devenu un objet du droit de l'urbanisme. C'est assez net dans des pays comme l'Italie, la Suisse et quelques autres. Autre objectif qui est apparu, c'est l'objectif social. L'action de renouvellement urbain est devenue une politique sociale dans les années 1970. C'est d'ailleurs le modèle que privilégie l'Europe. Dans le traité de l'Union européenne, la seule politique de renouvellement urbain que l'on connaisse, ce sont les politiques visant à atteindre l'objectif qui figure dans le traité d'ailleurs de cohésion sociale. Alors derrière cela, vous avez diversité sociale de l'habitat ou la mixité sociale, vous avez la diversité des fonctions urbaines, et on a ici des politiques beaucoup plus complexes. Beaucoup plus complexes, on rejoint la complexité que j'évoquais tout à l'heure et nous verrons que celle-ci, elle est propre à toutes les opérations de renouvellement urbain de la période actuelle, contrairement à la période précédente. Bon, enfin, un dernier objectif qui, je dirais, à lui seul englobe tous les autres, c'est le développement durable. Ce développement durable qui, je dirais, est parti d'une réflexion assez intéressante sur l'utilisation économe de l'espace. Je dirais qu'un des grands principes qui aujourd'hui traverse toutes les législations, alors c'est très net en Suisse, c'est très net en Allemagne, c'est très net en France, etc.
il s'agit d'assurer une utilisation économe des sols. Donc, cela veut dire freiner l'étalement urbain. Freiner l'étalement urbain, c'est-à-dire l'extension infinie des villes. Mais comme en même temps le développement économique se poursuit, la croissance démographique dans la plupart des pays européens s'est poursuivie, eh bien, cela implique de reconquérir l'espace urbain. Et je dirais que c'est le sens qu'il faut sans doute donner à l'expression renouvellement urbain dans son utilisation contemporaine. Son utilisation contemporaine, il s'agit véritablement d'une politique de développement durable visant à densifier la ville, à reconquérir les terrains industriels, à limiter les déplacements urbains par le développement des transports collectifs, etc. Et ceci implique sur la ville, évidemment, une action extrêmement diversifiée, puisque le renouvellement urbain, ce n'est plus simplement une action d'urbanisme, on n'est plus dans le droit de l'urbanisme exclusivement, on est aussi dans le droit social, on est dans le droit de l'environnement, on est dans le droit des transports, le droit des services publics. Donc, vous le voyez, on se trouve ici devant un peu un changement de nature de ce qui était l'action de renouvellement urbain. Bon, voilà l'inventaire des termes, des modèles que l'on trouve. Alors, on s'efforce maintenant de donner une définition. J'annonce tout de suite que je ne pourrai pas donner une définition. Je vais d'abord en chercher une dans le droit. Je l'ai dit tout à l'heure, le seul pays qui a donné une définition du renouvellement urbain dans la loi, c'est une loi de 1997, c'est la Grèce, qui définit le renouvellement urbain comme l'ensemble des orientations, mesures, interventions et procédures en matière d'urbanisme et d'architecture, mais aussi sur le plan social et économique, visant à améliorer les conditions de vie des habitants et l'espace urbain, ainsi que la protection et la mise en valeur du patrimoine, etc. Bon, vous voyez que la définition est peu utilisable parce qu'elle recouvre en fait l'ensemble des politiques urbaines qui ont la ville, le tissu urbain comme objet. Dans les autres pays, les rapports sont très nets, ils disent qu'il n'y a pas dans notre législation de définition du renouvellement urbain. Il y a des définitions de la rénovation urbaine, dans certains cas, de la restauration, et non seulement une définition, mais des régimes juridiques, mais il y a une renonciation. Par contre, ce qui apparaît dans bon nombre de pays, c'est l'affirmation de certains principes du développement durable et du renouvellement urbain, et notamment le principe d'utilisation économe de l'espace. Alors, c'est très net en Suisse, puisqu'il y a eu même, je crois, mais je parle sous le contrôle de Thierry Tancrel, il y a eu une initiative populaire qui visait à bloquer l'extension des villes et qui a été retirée en échange d'une meilleure définition de l'espace rural et de l'espace urbain, de l'espace qui peut être urbanisé et de l'espace qui est déjà urbanisé. L'Allemagne a défini une stratégie, et je dirais que c'est peut-être une définition que je retiens, puisqu'il y a ce que les Allemands appellent, je ne vais pas utiliser le terme allemand, je ne vais pas m'y risquer, le développement vers l'intérieur. Le développement vers l'intérieur est défini comme un principe de stratégie politique, le rapport dit, qui a trois objectifs: éviter, valoriser, équilibrer. Éviter l'extension urbaine, valoriser l'espace urbain existant, équilibrer l'occupation de la ville, l'occupation sociale, mais aussi les fonctions de la ville. Voilà ce que nous donne l'étude de la législation. Je pourrais dire bien d'autres choses, mais les rapporteurs nationaux le diront peut-être.
c'est décevant. Je ne sais toujours pas, après avoir examiné les rapports des différents pays, ce qu'est pour le législateur le renouvellement urbain. Alors, on va se tourner vers la doctrine. Et à tout seigneur, tout honneur, je vais reprendre la définition qu'a donnée tout à l'heure Thierry Tanquerel, qui dit que c'est une action sur le tissu urbain existant, c'est une action qui nécessite une intervention coordonnée et c'est une intervention qui présente un caractère d'une certaine ampleur. Bon, on a là des éléments de définition, j'en retiendrai deux. La complexité du renouvellement urbain, je dirais par rapport aux opérations antérieures, et le caractère pilotage, gouvernance par la puissance publique, mais pas uniquement par la puissance publique. D'autres définitions doctrinales ont été données, il y en a une dans le rapport français, par exemple, qui insiste aussi sur la nécessité d'actions coordonnées. On ne parle pas de planification, la planification, elle est exigée dans certains cas, pas dans d'autres. Donc, je dirais que la doctrine, elle aussi, a un peu renoncé à définir le développement urbain. Alors, finalement, la seule chose que je pourrais vous livrer en conclusion, si vous voulez, c'est quelques caractéristiques communes de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement, le renouvellement urbain. Première caractéristique, je ne vais pas revenir, c'est l'objectif affiché, c'est indiscutablement une politique de développement durable. Et je dirais que l'expression développement durable, qui est souvent utilisée à tort et à travers, je dirais que là, elle a une signification précise liée à la notion d'utilisation économe de l'espace, de valorisation de l'espace urbain et de recherche d'une cohésion sociale. On a ici véritablement un modèle qui tient. Deuxième caractéristique commune du renouvellement urbain actuel, c'est la complexité. Sa complexité, le renouvellement urbain, ce n'est plus une opération d'urbanisme. Ce fut une opération d'urbanisme. La rénovation urbaine, la restauration immobilière, le remembrement furent des opérations d'urbanisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'était des opérations avec un périmètre, avec un régime juridique, souvent un plan, maîtrise d'ouvrage, etc. Le renouvellement urbain, ce n'est plus cela, et la notion de périmètre y est un peu étrangère. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas dans certains cas des périmètres, mais ce n'est plus la recherche majeure. Et je me tourne vers Georges Petrescu, qui hier nous exposait le plan intégré de développement urbain de la zone centrale de Bucarest, qui illustre parfaitement que c'est une stratégie visant à organiser toute une série d'actions qui peuvent être des actions limitées, création d'une zone piétonnière, réalisation de circulation, petite restauration immobilière dans un endroit, petite rénovation dans l'autre, tout ceci autour d'une stratégie urbaine, et on voit qu'on a véritablement changé le modèle de l'intervention dans les centres anciens. Peut-être la complexité, et là le rapport français insiste là-dessus, bien que c'est ce qui peut-être expliquer les hésitations des organisateurs de ce colloque, on est dans le droit de l'urbanisme, mais on n'est plus que dans le droit de l'urbanisme. On est dans le droit social pour une part, dans le droit de l'habitat, on est dans le droit de la sécurité publique, car bien évidemment, les questions de sécurité publique ont pris une place considérable dans les opérations de renouvellement, dans les stratégies de renouvellement urbain. Troisième caractéristique qui me paraît essentielle, c'est que le renouvellement urbain implique l'intervention de la personne publique. Implique l'intervention publique parce que très souvent, il y a
une action sur le droit de propriété, le rapport sur les stratégies foncières nous le montrera, et puis tout simplement parce que l'espace public existant est une composante majeure du développement du renouvellement urbain. Donc la collectivité publique, quelle qu'elle soit, collectivité locale ou un niveau supérieur pour les grandes opérations, la collectivité publique doit être là. Simplement, une des caractéristiques de la période actuelle, c'est que le montant des investissements nécessaires implique également l'intervention des investisseurs privés. Et je dirais que le renouvellement urbain, c'est peut-être le champ privilégié de ce que l'on appelle une formule commode, le partenariat public-privé. C'est là où on trouve les illustrations les plus évidentes. Enfin, dernière caractéristique commune aux opérations et aux actions de renouvellement urbain que j'ai pu trouver dans les 9 rapports, c'est la nécessité d'associer la population. Et là, j'insiste sur ce point, parce que l'extension urbaine, bon, certes, c'est soumis au principe de participation, parce qu'on a ça maintenant dans le traité de l'Union européenne, mais participation de qui lorsqu'on urbanise un champ de betteraves, en dehors de la participation de l'agriculteur concerné, je dirais que ce n'est pas un élément essentiel. Au contraire, le renouvellement urbain, c'est une action sur le tissu existant, qui peut impliquer un changement, un transfert de population. Donc à la fois les propriétaires, les habitants doivent jouer un rôle essentiel. Et je dirais, ce sera vu dans le rapport de mon collègue de Pâques, c'est un élément principal de la gouvernance du renouvellement urbain. Bon, voilà, quitte à vous décevoir, les seuls éléments que j'ai pu trouver de commun dans cette notion de renouvellement urbain. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que, en définitive, les organisateurs de ce colloque ont bien fait de choisir ce thème, même s'il nous écarte un petit peu du droit de l'urbanisme, qui est l'objet de cette association internationale, parce que cela permet de voir la complexité actuelle des interventions publiques et le fait qu'aujourd'hui, finalement, on ne peut plus faire une intervention publique avec un seul code, mais il faut une dizaine de codes pour arriver à s'y retrouver. Je vous remercie de votre attention.